Je vous assure, Monsieur Guénaud, je travaillerai jamais dans les services de l'État, jamais, et je ferai jamais de politique. Je viens d'entendre Monsieur Merlin. Je suis sidéré en fait. Je suis sidéré. Je peux pas vous dire autre chose. Je me dis mais qu'est-ce qui fait qu'en France, la parole d'un expert, d'un professionnel, n'est pas entendue avec autant de simplicité, de pédagogie? En fait, ce sont des sujets qui devraient être traités en 5 minutes. Alors, d'abord, moi, je vous félicite de l'avoir invité. Je connais André Merlin depuis très longtemps. C'est vraiment un des meilleurs spécialistes des réseaux électriques en Europe, pas seulement en France. Et ça vous montre quelque chose, c'est que dans l'État, il y a des gens de très très grande qualité qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre. Voilà. C'est EDF, par exemple, a été une entreprise qui a formé des centaines d'ingénieurs de très grande qualité, qui a eu des présidents comme Marcel Boiteux, par exemple, de très très grande qualité. Bon, là, vous avez interviewé... Oui, mais pourquoi c'est Roland Lescure qui pilote ça et pourquoi c'est pas Monsieur Merlin? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que même le président de la République, il n'est pas sot? Donc qu'est-ce... Non, mais moi, je finis par me poser des questions. C'est-à-dire... L'intelligence, ça ne se préjuge pas, ça se prouve. Voilà. Donc vous trouvez que, par exemple, ce qu'il a fait, vous ne le trouvez pas intelligent, le président? Si je prends toutes ces actions et ces décisions depuis 2017, je ne trouve pas qu'elles soient intelligentes. Non, elles ne reflètent pas l'intelligence. Alors, il a peut-être un QI élevé quand il remplit des QCM, j'en sais rien, mais franchement, tout ce qu'il a fait conduit à l'effondrement de notre pays, de ses institutions. Voilà, pourquoi ils font du mix énergétique à outrance? Donc il y a un peu de renouvelable, ça fait pas de mal, c'est pas un problème. Mais pourquoi cette politique? Parce que c'est l'air du temps. C'est l'air du temps. On n'en sort pas. On se fiche des conséquences, mais on peut pas faire autrement. Vous vous rendez compte? Sinon. Et je me souviens de l'échange entre Nicolas Sarkozy lors du débat présidentiel avec François Hollande, où Nicolas Sarkozy avait évidemment été sur la bonne position avec le nucléaire par rapport à François Hollande. C'était la bonne position. Mais pourquoi les LR sont absents du dossier? Pourquoi ils sont divisés? Alors, on ne m'entraînait pas sur le terrain des... Ah bah si, je vais vous entraîner, au contraire. Moi, je voudrais savoir. Mais moi, je sais pas ce que font les LR. Ah si, vous semblez savoir et vous voulez pas le dire. Non, c'est pas ça, je regarde aussi, voilà. Mais pourquoi, sur ce sujet, ils sont absents? Et pourquoi même parfois ils sont, comme Jean-François Copé, que j'ai cité tout à l'heure, pro-éolienne ou pro-renouvelable? Alors, d'abord, c'est plus une famille politique avec une doctrine... Voilà, il y avait des différences dans le mouvement gaulliste, il y avait des gens de sensibilité, mais en gros, il y avait quand même un tronc commun de principes, de valeurs, d'idées, etc. Bon, c'est plus le cas, donc voilà. Et puis il y a tous ceux qui veulent être dans l'air du temps, tous ceux qui résistent à l'air du temps. Et tout ça fait un ensemble qui n'a plus de cohérence. C'est pas pour rien que dans un dernier sondage, les Français ont placé le LR comme le parti le plus inutile. Mais c'est pas inutile à cause de la qualité des hommes, c'est inutile, mais c'est vrai, c'est un sondage, c'était plus de 60%, 61%, 62%. Mais pourquoi? Parce que ce parti tel qu'il est aujourd'hui, quelle que soit la valeur des hommes, moi j'ai beaucoup d'amis chez les LR, c'est pas le sujet, il y a des gens très... Avec qui vous êtes amis, par exemple? Non, je vais pas vous faire la liste, parce que tous ceux qui ne seront pas dans la liste... non, mais par exemple, vous vous sentez proche... Gérard Larcher, vous êtes proche de Gérard Larcher? Je suis pas proche de Gérard Larcher, mais je le connais depuis 30 ans. Bruno Retailleau, vous êtes sur sa ligne? Non, je suis pas sur sa ligne, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai des... Laurent Wauquiez. Pareil, j'ai des bons rapports, mais je suis pas toujours d'accord avec lui. Oui, alors là, c'est la langue de bois, là. Non, c'est pas la langue de bois. C'est qu'il y a des gens avec qui j'ai des relations très anciennes, pour qui j'ai de l'estime, mais dont je ne partage pas la ligne. Si je partageais leur ligne, je serais toujours à LR. Philippe Séguin. La mienne. Oui, mais il a raison, j'allais dire, c'est la ligne Guénaud. La ligne Guénaud, il a raison d'ailleurs, parce que c'est pas une mauvaise ligne, la ligne Guénaud. C'est pas une mauvaise ligne. C'est la mienne. C'est la ligne gaulliste. C'est tant est que, alors tout le monde se réclame du gaullisme. Oui, mais ça, on peut se réclamer du gaullisme à bon compte. Hein. Oui, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, le gardien du temple. Chacun peut se faire une opinion sur qui est compatible avec le gaullisme et qui l'est pas. Mais on va parler de... Vous êtes venu... Vous avez fait un très bon livre sur De Gaulle qu'il faut lire. Très beau. Bon, vous êtes venu pour parler d'Amélie de Montchalin. D'ailleurs, elle s'appelle Marie-Amélie de Montchalin, paraît-il, oui. Et elle a enlevé Marie. Oui. Bon, Ségolène Royal aussi l'avait fait. Bon, c'est joli pourtant, Marie-Amélie. Amélie aussi. Bon, et Marie-Amélie, c'était Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, c'était la femme de Napoléon III, non? Non, la femme de Napoléon III, c'est une Espagnole. Bon, alors je me trompe. Mais en revanche, vous êtes venu donc pour évoquer cela. Qui vous auriez nommé, vous, par exemple, à la Cour des comptes?
Alors, moi, je ne sais pas qui j'aurais nommé, mais j'aurais certainement pas nommé Amélie de Montchalin. Voilà. Oui. Si vous voulez, je me pose une question en préalable face à cette nomination. C'est pourquoi chaque fois que le président de la République prend une décision de nomination ou une décision politique, j'ai honte pour mon pays. Voilà. Ben voilà, une de plus. Une de plus. Un jour un sketch. Une de plus. Alors, je vais vous dire, moi je connais bien la Cour des comptes, je ne l'ai jamais dit, je n'en ai jamais parlé sur ces plateaux. Je suis à la retraite depuis quelques mois, ça me donne le droit d'en parler. J'ai été 20 ans membre de la Cour des comptes et j'y ai exercé pendant 10 ans. Si je compte les sorties, à part les sorties comme quand j'étais député ou à l'Élysée. Mais 10 ans à la Cour. Donc je la connais bien, c'est une institution qui a les défauts de toutes les institutions humaines, mais qui est absolument indispensable à l'équilibre de notre construction constitutionnelle, et c'est la plus vieille institution publique française. La plus vieille. Napoléon. Elle date de 1320. Ah oui. 1320. Elle a été à un moment... Alors, Je dis pas. Oui. quand le roi de France a créé la Chambre des comptes de Paris, puis ensuite il y a eu des chambres des comptes dans les grandes provinces, il y a une petite parenthèse à la Révolution où on a supprimé ça, et puis Napoléon l'a reprise, voilà, et le statut La modernisée. Voilà, le statut actuel est celui que Napoléon lui a donné en 1807. Bon. Mais donc c'est un héritage considérable. Il n'y a pas un pays d'ailleurs qui n'a pas l'équivalent d'une Cour des comptes avec des compétences différentes, mais c'est indispensable. Qui vous auriez nommé au bon fonctionnement de Qui vous auriez nommé? D'ailleurs, je précise que Marie-Amélie de Bourbon-Cécile, c'est l'épouse de Louis-Philippe Ier. Bien sûr, Ah oui, de Louis-Philippe, pas de Napoléon III. Suis-je bête? Napoléon III, c'est l'impératrice Eugénie. Mais évidemment, je suis... Voilà. Bon, si vous auriez nommé... Non, mais la question n'est pas là. La question Bah si. Non, la question c'est pourquoi il ne fallait pas nommer... Ah ben parce qu'elle a fait le budget, c'est elle qui a fait le budget, donc Bah elle non, est mais ça, jugée c'est partie. une des raisons. Oui. Une des raisons qui c'est tellement absurde. Oui. On va être obligé de se déporter sur la plupart des sujets. et quelle pas autre seulement raison pour le prochain budget. Et quelle autre raison? Alors la deuxième raison, c'est que on n'a jamais vu ça. C'est pas parce que le président de la République peut nommer n'importe qui qu'il peut se donner le droit de nommer quelqu'un de 40 ans à la tête de la Cour des comptes. Personne ne fait ça. Ça veut dire qu'elle peut rester 28 ans. C'est un poste irrévocable. C'est pas nommé, vous pouvez nommer un conseiller maître, même un conseiller maître nommé de l'extérieur, il doit avoir 45 ans et 20 ans d'expérience professionnelle. Bon. Mais oui, mais là, on arrive à la psychologie du président. Le président, il s'en fout. On arrive à l'ère du temps aussi. Oui, mais non, c'est pas l'air du temps. Je pense qu'il y a de la provocation chez lui, il adore ça. Non, il aime. Là, c'est pas un problème. C'est pas. Alors, faut quand même dire que Amélie de... Faut dire quand même que c'est une femme assez... comment dire, qui a de la qualité. Voilà, moi je l'ai rencontrée plusieurs fois. Elle a de la qualité intellectuelle, manifestement. Mais, bon. Non, mais attendez. C'est important de le dire quand même. Elle a un petit CV, si j'ose dire. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous ne donnez pas des pouvoirs de direction dans une juridiction à quelqu'un qui a un âge inférieur à celui auquel peut prétendre le plus jeune des plus hauts grades de la magistrature de corps. C'est pas possible. Alors on va voir un échange. Ça n'est pas possible. On va voir un petit échange. Ça n'a jamais été fait et la durée de son mandat qui est sans terme. Oui, alors ça, j'ai appris ça. C'est irrévocable. Alors je voudrais qu'on écoute deux, trois choses. À 47 ans, jusqu'à présent, on faisait à la fin des... Je voudrais qu'on écoute d'abord Gabriel Attal, ce qu'il a dit Gabriel Attal sur Amélie de Montchalin. Il y a plus qu'à dire que ça. Hein, mais... Oui. Bah écoutons-le quand même. Est-ce que vous, Président, vous auriez nommé une ministre en fin de quinquennat qui peut rester, Patrick le disait, 28 ans à la tête de la Cour des comptes? Je suis respectueux des institutions, c'est un choix qui relève du Président de la République. Vous savez qu'il y a certaines nominations qui doivent être validées par le Parlement. Dans ces cas-là, à chaque fois, je prends position en tant que président de groupe. C'est pas le cas de la présidence. Mais est-ce que ça envoie un bon signal? Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'il y a une forme de recasage en fin de quinquennat à la tête de ces institutions? On peut probablement reprocher des choses à Amélie de Montchalin. Et moi, j'ai eu moi-même des choses à reprocher sur le budget tel qu'il a été présenté et décidé par le gouvernement. Je pense que personne ne peut lui reprocher une très grande compétence sur tous ces sujets-là. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ce point de vue-là, ça peut s'entendre en tout cas. Johan, vous dites non, essayons de... C'est pas le sujet. D'abord, il y aurait beaucoup à dire. Moi, je vois, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette affaire, c'est que pourquoi on peut pas discuter des compétences précises qu'exige ce métier
technique de la part de quelqu'un qui vient d'être nommé et sous prétexte que c'est une femme, parce que c'est ça l'argument de Mme Braun-Pivet, par exemple. Ah, on a nommé la première femme à la tête de la Cour des comptes, donc on n'en discute pas. Voilà. Ça, c'est le cancer de notre Mais au Conseil constitutionnel, voilà. Une dame avait été nommée aussi. Mais non, mais on peut nommer une femme. Est-ce que ça veut dire qui connaît rien au droit il n'y a que des proches du pouvoir. Oui, voilà. Est-ce que ça veut dire, Pascal Praud, est-ce que ça veut dire que il n'y avait pas de femmes ayant l'âge, l'expérience pour pouvoir prendre ce poste, à part Madame Amélie de Montchalin. C'est les copains, on a écouté tout à l'heure les copains d'abord. Alors écoutez l'échange entre monsieur... Quant à la compétence, on va le laisser de côté, mais ça se discute aussi. Bon, écoutez Johan Gillet, c'est un député du Rassemblement National, ce qu'il a dit hier à l'Assemblée Nationale. Madame la ministre, demain, vous serez nommée par le président de la République à la tête de la Cour des comptes. Demain, donc, vous devrez évaluer ce que vous et vos amis avez vous-même détruit. On peine à y croire, mais demain, vous serez donc juge et partie. Voilà le scandale démocratique dont vous êtes l'incarnation. Vous et l'ensemble de la Macronie. La République des copains à ciel ouvert, la République de ceux qui savent qu'ils vont être sortis par les Français du pouvoir et qui, avant de partir, tentent de tout verrouiller. Nommer une macroniste de la première heure à la tête de la Cour des comptes, c'est confier le contrôle de l'argent des Français à ceux qui ont vidé les caisses. Une honte, une audace, une provocation, une dérive illibérale. Bon, elle a été battue aux dernières élections législatives dans l'Essonne, en plus, Amélie de Montchalin. Bon, et il y a eu un échange, parce que tout le monde de la droite à la gauche souligne ça. Écoutez l'échange entre M. Coquerel hier et Mme Bréjon. Je l'affirme, de cette nomination, rien ne va. La question des qualités de Mme de Montchalin n'est pas en cause, hormis qu'elle n'est pas membre du corps des magistrats financiers. Ministre actuelle du budget, elle est l'artisane, et c'est son rôle, des 2 derniers projets de loi de finances ainsi que de celui à venir. Or, jamais personne n'est passé de la tête du ministère des Comptes publics à la tête de la plus haute autorité censée contrôler les comptes de la nation. Jamais une personne, 6 mois auparavant, ministre des Comptes publics, n'a donné à l'automne un avis sur le budget qu'elle a elle-même préparé. Difficile d'être davantage juge et partie. Avec cette nouvelle nomination et peut-être d'autres à venir, comment ne pas s'interroger sur un cadenassage des institutions indépendantes avant 2027 ? Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'État, uniquement pour l'État et pas pour les intérêts partisans. Elle n'a jamais hésité, y compris quand c'était douloureux, à dire la vérité sur les chiffres, à dire la vérité sur les comptes, et elle continuera de le faire demain en tant que première vice-présidente de la Cour des comptes. Et permettez-nous de souhaiter un bon anniversaire à Maude Bréjon aujourd'hui, parce qu'elle est elle est née le 11 février, elle est née sous le signe du Verseau, donc nous la saluons et nous lui souhaitons un bon anniversaire. Bon, le vrai sujet, c'est ce que dit M. Coquerel, pour le coup, c'est le cadenassage. Alors, je ne suis pas sûr que ça cadenasse vraiment, parce que, effectivement, il y a beaucoup de collégialité à la Cour, mais le premier président, il a vraiment un rôle très important. Voilà, et là, son rôle s'est accru au cours des dernières années. Mais le problème pour moi, c'est pas le cadenassage. Le problème, c'est que cette nomination pour quelqu'un de 40 ans, qui n'a pas 20 ans d'expérience professionnelle, hein, c'est même pas bon, indépendamment des discussions qu'on peut avoir autour ou pas de sa compétence, il abaisse l'institution. C'est impossible de confier une institution de ce genre. Et le président à quelqu'un qui a ce profil, cet âge, cette expérience. Qui avait 39 Alors, si, le président... On ne peut pas tout ramener à l'âge comme ça. Moi, je préfère avoir une femme de 40 ans compétente plutôt que quelqu'un de 60 ans qui ne l'est pas. Vous ne criez pas dessus. Non, dans une juridiction, vous ne faites jamais ça. Mais, jamais ça. On vient de le faire une première fois, une première fois à tout. C'est une honte. C'est pas une honte de mettre une femme de 40 ans. C'est pas ça de mettre une honte. Non, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une honte parce qu'elle a 40 ans. Jouer le rôle de la féministe, là, c'est très bien, mais non, si c'est vous qui me criez dessus et qui ne me laissez pas en placer. C'est un problème. C'est pas le rôle de la féministe. C'est un problème. C'est un problème. C'est pas un problème dans une entreprise. Monsieur Guénaud vous laisse parler. Pas vraiment, non. Si, mais Sarah. C'est pas un problème à la tête d'une administration centrale. C'est un problème dans une juridiction. Voilà. Ça ne s'est jamais fait et ça ne doit pas se faire. Le problème du président de la République, c'est pas seulement qu'il nomme des amis. Tout le monde a nommé des amis. Tout le monde. Bon, très bien. Mais... Sauf Nicolas Sarkozy, il nommait ses ennemis. Oui, ça c'est vrai. Mais enfin,
Non, mais Nicolas Sarkozy, il avait beaucoup de défauts. Il n'était pas sectaire. Mais il avait nommé, c'était Didier Migaud, je crois. Oui, Monsieur Migaud. Il l'avait nommé précisément à la Cour des comptes. C'est lui qui l'avait nommé. Vous vous rendez compte, ça c'est un bon exemple. Mais lui, là-dessus, j'ajoute, attendez, c'est lui qui avait décidé que qui avait fait en sorte que le président de la Commission des finances soit désormais dévolu à l'opposition. Eh ben, je vais vous dire, cette bonté d'âme qu'on retrouve à droite, je suis pas sûr qu'à l'arrivée ce soit très efficace. Et parfois même, les gens de droite reprochent à ceux qui dirigent ce pays de ne pas faire ce que les gens de gauche font, c'est-à-dire de faire une politique de droite en l'occurrence et de nommer des amis à droite. Pas une politique macronienne, mais bon, on peut pas, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant le parallèle avec Migaud, puisqu'il avait été nommé par... Ça abaisse l'institution. J'ai bien compris. Son problème, c'est qu'il veut laisser un champ de ruines. Vous pensez qu'il veut laisser un champ de ruines? Il veut laisser un champ de ruines. C'est-à-dire vous pensez qu'il est attiré par... Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il veut... Pourquoi il a supprimé le corps préfectoral? Pourquoi il nomme des gens dans l'air du temps à la tête du Conseil d'État et ça ne va pas s'arranger dans la... Pourquoi il nomme Madame Amélie de Montchalin? Pourquoi? Parce qu'il y a au fond la volonté, peut-être inconsciente, mais en tout cas moi elle me saute aux yeux, de laisser un champ de ruines. Il détruit toutes les institutions, il détruit tout ce qui touche, il détruit l'État, ce qui n'est pas le rôle d'un chef de l'État. Donc il y a une espèce de trahison de la fonction que je trouve qui devient en tout cas, vos mots sont assez forts, mais puisque vous parlez du Quai d'Orsay... Non, mais le sens de l'État, ça devrait quand même dominer... Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a quelque chose dans la psychologie d'Emmanuel Macron qui nous interroge, comme s'il était attiré par le chaos, disons les choses. Et ce que vous venez de traduire. Alors, on prend tous des précautions oratoires, bien sûr, mais à force... J'ai envie d'en prendre. À force que soient accumulés, effectivement, des faits et puis des attitudes aussi, on s'interroge. On s'interroge. Les lunettes de soleil ont été un épisode très particulier, disons-le. Aussi, on s'interroge sur un comportement. On a fait le tour du monde pour rigoler la moitié de la planète. Mais alors, par exemple, vous avez parlé du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, il est par terre. Oui. Il est par terre. Et là, on a un ministre, manifestement, Monsieur Barrot, qui se couvre. Il sort l'article 40. Il se couvre. D'ailleurs, le nom, moi je ne vais pas citer le nom de cette personne, parce que le nom de cette personne, il y a quand même une présomption d'innocence. Elle est jetée en pâture, avec quand même des soupçons extrêmement graves. Comment ? C'est la mode. Oui, c'est la mode. Mais ce qui est amusant, c'est que ce monsieur, il était, si j'ai bien compris, à New York. Et il est parti, comme on dit, à la cloche de bois très rapidement. Parce que c'est monsieur... Gérard Haraud, c'est bien cela? Lui-même. Gérard Haraud, qui grand donneur de leçons, qui était effectivement à l'époque ambassadeur à l'ONU, qui avoue lui-même avoir eu un rapport du FBI entre ses mains. Il a avoué avoir eu ce rapport. Je crois que j'ai lu la même chose que vous. Je l'ai lu, en tout cas, il démentira peut-être, Gérard Haraud, le représentant permanent. Il était représentant permanent à l'ONU, Monsieur Gérard Haraud. Bon, il était il s'est justifié. Il a fait ce qu'il devait faire, renvoi immédiat en France pour prise en charge légale et psychologique par le ministère des Affaires étrangères. Il a eu un rapport entre ses propres mains du FBI, et c'est pour ça que ce monsieur diplomate est rentré à la cloche de bois. Bon, mais manifestement, il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a pas eu ni de sanction, ni d'enquête, ni rien du tout. Donc M. Haraud, peut-être, il peut nous donner peut-être des informations sur là-dessus. Dans cette affaire, tout le monde sait plein de choses depuis 20 ans et il découvre aujourd'hui. On a des articles aujourd'hui qui nous apprennent ce que faisait Jack Lang, alors que tout le monde le savait, mais qu'il était protégé par des diplomates de gauche, par des médias de gauche. Voilà. Mais M. Haraud, il n'a pas averti, que je sache, il n'a pas fait de communication publique. Il n'a pas parlé de... C'est pas qu'un rapport confidentiel du FBI. Il y a eu un ouvrage en 2016, La face cachée du Quai d'Orsay, qui évoquait déjà cette affaire. Donc on voit que beaucoup de gens savaient, mais qu'il y a eu une impunité totale derrière. Et c'est ça qui nourrit le complotisme que le président de la République... Écoutez, monsieur Barrot, moi je n'ai pas cité le nom de cette personne parce que je trouve que la présomption d'innocence, quand même, elle doit jouer. Et là, tu jettes... Alors là, j'ai l'impression vraiment que monsieur Barrot, il se couvre. Comme toujours d'ailleurs, tu ouvres le parapluie. Article 40, ça fait 10 ans, article 40. Écoutons monsieur Barrot. Oui,
quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place, saisi le procureur de la République, lancé une enquête administrative pour concourir au travail de la justice, ainsi qu'une procédure disciplinaire le concernant. Ces fuites massives de documents soulèvent des soupçons graves sur des méfaits commis par des personnes individuelles, mais aussi d'influence, d'interférence dans la vie politique de pays européens dans la France. Et il me semble que, que la place de ces documents, c'est dans des tribunaux. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, d'autres cas de diplomates au sein de votre ministère? Je ne peux pas l'exclure, puisque des noms de diplomates semblent apparaître dans les documents, mais sans que je puisse aujourd'hui en tirer la moindre conclusion. Je comprends que cette situation provoque beaucoup d'indignation, elle m'indigne personnellement. Je ne peux en revanche, sans disposer des éléments étayés par l'enquête administrative que j'ai lancée, en tirer la moindre conséquence. Puis j'attends d'avoir de la transparence, 100% de l'information, et de l'information sans biais, pour pouvoir tirer toutes les conséquences de cette affaire. Vous ne saviez. Ce qui est extraordinaire avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a aussi mis le Quai d'Orsay par terre. Mais il a tout mis par terre, donc c'est pas compliqué. Le Quai d'Orsay, le corps prérectoral, mais les institutions, regardez l'évolution du Conseil d'État, de la Cour des comptes, mais chaque fois qu'il touche quelque chose, il y a une espèce de volonté d'ailleurs de détruire ce qu'il a porté au pouvoir, parce que voilà, il faisait partie de il était inspecteur des finances, il faisait partie des grands corps, d'une caste dirigeante. Voilà. Et c'est extraordinaire. Donc il a tout abaissé, à commencer par la fonction présidentielle. Voilà, Enfin, son prédécesseur avait commencé, si vous me permettez. Oui, mais si vous permettez, il y a même... François Hollande avait vraiment bien commencé l'affaire. Je venais d'être un partisan, ni même de François Hollande, ni même d'être indulgent à son égard. Bon. Mais à côté, quoi, je veux dire, là, on atteint quand même le... Éric Nolot n'a pas parlé depuis 9 heures. Qu'est-ce qui se passe? J'attendais que vous me donniez la parole. Oh, arrêtez. Parce que jusqu'à présent, j'ai plus l'impression d'assister à l'émission que d'y participer. Alors de temps en temps, je tends la main pour caresser mes chats et je m'aperçois que je ne suis pas chez moi, mais sur le plateau. Vous voyez, je reviens à la réalité. Mais si vous m'aviez sollicité un peu avant, j'aurais répondu. Donc c'est dans la main que d'un... Non, mais là où vous avez raison, c'est une émission un peu particulière parce qu'on a eu 2 intervenants majeurs, M. Merlin et M. Guénaud. Des intervenants majeurs et des chroniqueurs mineurs. J'ai bien compris. Arrêtez, on a 1 heure de plus. Arrêtez, mais je vous aime. Franchement, Éric Nolot. Vous me demandez mon avis. Moi, je vais me lever, je vais vous faire un câlin. Je vais vous faire un câlin. Non, ça, c'est un peu trop. Bon, ne me donnez pas de câlin, donnez-moi la parole.